Je vous propose de démarrer du coup. Donc, tout d'abord, bienvenue à toutes et à tous à cette table ronde intitulée Biocarburant, e-fuel, carburant durable, quel avenir dans le maritime et l'aérien. C'est un sujet donc crucial à l'heure où la lutte contre le réchauffement climatique s'impose dans de nombreuses zones à travers le monde. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les enjeux, les défis, les besoins et les opportunités qui façonneront la décarbonation de ces deux secteurs stratégiques. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, il nous manque Émilie, mais en fait non, elle est là, elle est bien présente, elle est en ligne, elle va pouvoir intervenir. Bonjour à tous, avec mes excuses. Merci beaucoup Émilie d'être présente. Donc en raison d'un imprévu, elle a pu se joindre à nous physiquement. Ensuite, j'ai la chance d'être accompagnée aussi ici par Margot Toyer-Rosa, que vous pouvez voir, qui est responsable achat SAF chez Air France, groupe qu'elle a rejoint, si je ne dis pas de bêtises, depuis plus d'une quinzaine d'années. Exactement. Ensuite, j'ai aussi la chance d'avoir Berang Sherizad, qui est de Deloitte, qui est advisor sur tout ce qui est sujet en lien avec la décarbonation de l'industrie et l'énergie. Et donc, pour ma part, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout ma photo. Il y a eu une petite erreur. Je suis Guillaume Passard, donc responsable de l'offre transition énergétique chez IFP Training, donc filiale du groupe IFP-EN dédié aux enjeux de formation des industriels de l'énergie, de l'environnement et de la mobilité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais démarrer avec quelques éléments de contexte tout d'abord. Il est important de rappeler qu'aujourd'hui, le secteur aérien et le secteur maritime jouent un rôle clé dans l'économie mondiale et contribuent de manière notable aux émissions de carbone. L'aérien représente environ 3% des émissions totales de CO2 à l'échelle mondiale. Il en est de même pour le secteur maritime. Donc ces deux secteurs cumulés représentent environ 2000 millions de tonnes de CO2 chaque année si on inclut à la fois la partie combustion et la partie production de ces éléments. Ces chiffres soulignent donc l'importance d'agir, d'autant plus que la demande pour ces modes de transport devrait continuer à croître dans les prochaines années. Il y a notamment un triplement prévu du commerce maritime d'ici 2050. Et l'aérien n'est pas en reste, en effet, puisque l'année 2025, si je ne dis pas de bêtises, devrait être une année plutôt record pour le transport de passagers. Face à ce défi, donc, l'Union européenne a mis en place des stratégies ambitieuses pour limiter les émissions. Donc, côté aviation, on a la réglementation RefuelEU Aviation qui est entrée en vigueur en 2024, qui impose une incorporation progressive de carburants d'aviation durable. Côté maritime, il y a aussi le règlement FuelEU Maritime qui impose une réduction de l'intensité carbone des carburants utilisés par les navires de plus de 5000 tonnes, donc avec des objectifs de diminution de 2% dès 2025, de moins 14,5% en 2035 et 80% en 2050. On va revenir sur ces différents éléments. En tout cas, des objectifs ambitieux. Ces réglementations place forcément les carburants d'aviation durable comme un levier pour la décarbonation de ces secteurs, puisqu'en effet, on sait déjà en produire certains, on sait les incorporer d'ores et déjà dans le secteur aérien notamment. Donc, une vraie solution à moyen terme. Cependant, leur production soulève des défis majeurs, des besoins en électricité bas carbone, en CO2 biogénique, la disponibilité des intrants, la compétition entre les différents usages, etc. Donc, durant l'échange qu'on va mener, l'objectif va être de répondre à différentes questions. Donc, quels sont les enjeux et besoins des utilisateurs finaux? Et donc, pour ça, je laisserai la parole à Margot et Émilie sur ces sujets. Quels sont les critères de choix et structure de coût des carburants alternatifs? On pourra revenir là-dessus. Les voies de production possibles et les tensions envisagées. Et les défis et freins à lever pour cette filière à l'avenir. Je vous propose de nous plonger dans ce sujet ensemble. Et pour commencer, je vais laisser la parole à Berang afin d'avoir, on va dire, un panorama, en tout cas, des carburants durables qui existent sur le marché. Très bien, merci. Bonjour, merci beaucoup Guillaume. Donc, aujourd'hui, comme vous êtes probablement au courant, il y a déjà pas mal de développement dans le carburant durable. Donc, on voit, Margot elle peut en parler aussi. Donc, il y a des entreprises, des compagnies aériennes qui commencent à vraiment acheter, à incorporer vraiment, parce qu'il y a la régulation qui nous impose.
Néanmoins, on peut aussi voir que ça reste vraiment dans un niveau de peanuts par rapport à tout ce qui est un peu fossile aujourd'hui. Donc, en tant que Deloitte, on a fait une étude un peu comme Outlook sur l'avenir de maritime et aviation, et on a étudié comment on peut décarboner ces secteurs. Effectivement, quand on parle par exemple de décarbonation, la première chose à quoi on pense, c'est plutôt l'électrification. Néanmoins, on sait bien que pour aviation et maritime, bon, peut-être pour certains usages, on peut électrifier ou même utiliser l'hydrogène dans certains usages, mais quand même pour la grande majorité surtout transport de passagers en aviation, des commerciales, et aussi le fret maritime, on sait bien que l'électrification n'est pas nécessairement une solution actuellement, on peut dire ça. Et donc, c'est là qu'en fait la question de carburant alternatif vient. Carburant alternatif, je veux dire carburant bas carbone vient. Donc, à la fois biocarburant, mais aussi e-fuel. Dans notre étude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord regardé aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 13 hexajoules de demande de carburant pour l'aviation et un peu moins de 10 pour maritime. Après, ça peut être un peu plus ou moins selon l'année qu'on regarde, mais on est dans un ordre de 20 hexajoules à peu près. Là, comme Guillaume a mentionné, la demande de ces deux secteurs vont augmenter, malgré le fait qu'on va implémenter pas mal de solutions d'efficacité, effectivement, à la fois sur le design des avions et des bateaux, mais aussi sur l'opération. Quand on regarde l'opération, par exemple, quand je dis opération, ça veut dire optimiser les logistiques, ça veut dire par exemple, essayer de garder la vitesse le plus stable possible pour consommer moins de carburant, etc. Donc avec ça, on risque d'avoir des secteurs d'aviation et maritime un peu plus efficaces. Néanmoins, ça ne va pas suffire parce que, effectivement, la demande de transport de fret est censée tripler d'ici 2050. Et peut-être pas tripler, mais pour aviation aussi, c'est censé augmenter largement. Qui fait que donc, nous, en étudiant, on trouve qu'on va avoir à peu près doubler la demande de carburant dans ces deux domaines. Donc, malgré les efficacités. C'est là qu'en fait, la solution de carburant bas carbone vient en question. Donc, il faut effectivement aller au-delà de l'efficacité électrification et trouver des solutions. Et c'est là qu'on voit un rôle très important pour les carburants synthétiques surtout, et aussi biologiques. Mais je veux bien mentionner ce point-là, les carburants biologiques sont assez limités parce que ça vient on doit avoir des feedstocks biologiques pour produire cela. Et ces feedstocks, donc les matériaux primaires, sont assez limités en quantité. Donc, on a fait une quantification. On peut avoir une bonne disponibilité de feedstock, mais ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir produire autant de carburants alternatifs parce que, premièrement, il y a le taux de collection. On ne va pas pouvoir collectionner tous les feedstocks biologiques. Deuxièmement, il y a des efficacités qui vont perdre pas mal de valeur. Et surtout, il y a la demande pour ces carburants dans le secteur alimentation, mais aussi dans d'autres secteurs comme les industries, qui fait qu'on ne va pas avoir non plus suffisamment de biocarburants pour nos avions et nos bateaux. C'est là qu'on parle de carburant synthétique, qui est vraiment un enjeu majeur, parce qu'à la fois, on peut les produire à partir des matériaux renouvelables et biologiques, donc hydrogène vert, et aussi, ils sont un peu moins limités que les biocarburants. Par contre, il y a les éléments de coût, mais bon, je vais m'arrêter ici, je voulais un peu commencer les débats en entrant dans le sujet de la nécessité de carburants biologiques et aussi alternatifs. Peut-être on peut continuer plus tard sur d'autres aspects. Merci. Peut-être pour poursuivre sur ce point, pourrais-tu nous donner un éventail des différents carburants qui devraient avoir une place à l'avenir, derrière biocarburant, qu'est-ce qui se cache, derrière e-carburant, qu'est-ce qui se cache, etc. Effectivement, j'ai sauté, effectivement. Donc, quand on veut parler de carburant alternatif, carburant synthétique surtout, effectivement, on va essayer de produire des carburants qui sont les plus similaires à nos carburants actuels. Par exemple, pour aviation, on parle de e-jet fuels, qui sont généralement sur la base de kérosène. Donc, on va essayer d'effectivement produire le même type de molécules, pas exactement le même, mais très similaire, à la fois avec les feedstocks biologiques, donc biokérosène, ou avec les feedstocks synthétiques, donc e-kérosène. Donc, sans entrer dans les détails de procédés. Et pour les bateaux, par contre, donc pour aviation, c'est relativement mieux tranché là-dessus parce qu'on va essayer de garder le même type de moteur, le même type de réseau, et on va essayer de juste améliorer la production de carburant surtout. Alors que quand on regarde le maritime, c'est un peu différent parce que là, on parle vraiment d'un arc-en-ciel. Donc, on parle des solutions court terme comme GNL, comme méthane, etc. Donc, déjà, shift vers gaz
de heavy fuel oil qui est le carburant actuel, mais aussi on parle aussi des solutions effectivement des biocarburants, mais aussi des carburants synthétiques, multitude de biocarburants synthétiques sur la base de l'hydrogène. Donc à la fois méthanol, ammoniac, etc. Évidemment, tous ces carburants-là ont leurs avantages et leurs défis. Donc, c'est vraiment pas tranché du tout la question là-dessus. Donc, il y a des alternatives plus court terme, il y a des alternatives plus long terme, et il y a beaucoup d'incertitudes pendant tout ce, disons, pour les 25-30 ans à venir, effectivement, on a définir ce qui va être la solution, mais on a quand même une grande multitude de solutions, surtout pour les carburants synthétiques, dont le maritime. Très bien, je propose de passer la parole, Margot, sur les besoins de ton secteur et quelle est la position aussi d'Air France dans tout ça, enfin, quels sont vos enjeux, vos besoins autour de l'intégration de ces carburants durables. Tout à fait, merci Guillaume. Et je vais essayer de rebondir un petit peu aussi sur ce que tu viens de dire, Béran. Donc du coup, Air France, on travaille aussi au niveau groupe, Air France et KLM. Et on a bien conscience que le secteur aérien est un des secteurs les plus compliqués et difficiles à décarboner. Et en fait, pour ça, on a suivi un petit peu et on suit les feuilles de route, la feuille de route France pour tout ce qui est décarbonation du secteur. Et en fait, il s'agit de bien prendre conscience de la croissance, de la continuité, en fait, de la croissance du trafic et de la croissance, en fait, des émissions de CO2. Et pour faire ça et pour vraiment prendre conscience de réduire, il y a plusieurs piliers plusieurs piliers à prendre en compte pour réduire nos émissions. Et avant tout, c'est tout ce qui est vraiment technologiquement, ce sont nos avions que l'on utilise et qu'il faudra continuer à renouveler sur des nouveaux avions de nouvelle génération qui sont de plus en plus, enfin moins en moins en tout cas, émetteurs de CO2. Après, une fois qu'on a dit ça, il reste. Enfin, je pense que déjà le renouvellement de la flotte va faire 30% du boulot. Mais ensuite, il restera tout ce qui est éco-piloting, qui est quand même mine de rien toutes les actions que l'on peut faire, donc électrification au sol, et puis aussi toute la façon dont on va piloter nos avions pour réduire nos émissions. Tout ce qui est captation aussi dans les puits de carbone des différents carbones, mais ensuite 40% en fait de la réduction viendra de l'usage des carburants d'aviation durable. Et dans tous ces carburants d'aviation durable, il en existe différents types. Donc on parlait des biofuels et on parlait des e-fuels. Aujourd'hui, ce qui est vraiment disponible, ce sont les biofuels, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas suffisamment de biomasse pour pouvoir produire suffisamment pour répondre à la demande. Et petit à petit, en fait, pour pouvoir vraiment atteindre ce net zéro à horizon 2050, qui est vraiment tous dans nos objectifs en tant qu'industriels, il faudra en fait combiner plusieurs types de technologies, plusieurs types de carburants d'aviation durable. Donc on aura les biofuels en partie, et les e-fuels représenteront plus de 60% de la demande de carburants d'aviation durable. Air France KLM, aujourd'hui, on est tous alignés vraiment sur ce net zéro à horizon 2050. Et notre intermédiaire, c'est vraiment 2030. Et 2030, c'est demain. Pour réduire nos émissions de moins 30% en 2030 par rapport à 2019, il faut incorporer environ 10% de SAF. Et 10% de SAF pour Air France KLM, c'est environ 1 million de tonnes. Quand on voit qu'au final, l'ensemble des projets qui sont en cours pour justement produire ces futurs carburants sur différents types de technologies, ça va être des usines qui vont produire entre 50 et 100 000 tonnes. Donc en fait, il va en falloir beaucoup. Il faut énormément d'investissements aussi pour pouvoir produire ces usines. C'est parfois entre plusieurs centaines de millions jusqu'à milliards d'investissements pour produire en final très peu. Donc il y a un énorme marché, un énorme écosystème qui est en train de se créer et où on est en train de tous s'aligner un peu en marche pour pouvoir produire tout ça. Il y a un cadre réglementaire, tu le mentionnais tout à l'heure, donc ReFuelEU, dans les accords de Paris pour vraiment décarboner l'ensemble des secteurs. Pour l'aviation, on appelle ça ReFuelEU, qui impose aux pétroliers, donc en fait aux metteurs à la consommation, pour une tonne ou une goutte de kérosène qu'il mettra à la consommation, il aura l'obligation, aujourd'hui, à partir de 2025,
d'incorporer 2% de carburant d'aviation durable. Et après, ça monte crescendo, on sera à 6% en 2030 et 20% en 2035. Donc il y a une grosse marge entre 30 et 35. Aujourd'hui, du coup, c'est un cadre réglementaire qui est sur le pétrolier, qui finalement, en fait, a cette obligation d'incorporer. Il passe les coûts aux airlines, qu'on passe aussi progressivement aux passagers sur vos prix du billet d'avion, etc. Mais là-dessus, il faut avoir conscience que quand vous volez Air France, KLM et aussi sur des airlines au départ d'Europe, eh ben, vous avez quand même aussi, vous participez déjà à la décarbonation en fait, du ciel européen, hein, c'est sûr. Mais c'est pas du coup on n'est pas tous alignés sur les mêmes obligations à l'échelle internationale. Mais au-delà de tout ça et au-delà de ce cadre réglementaire, Air France et KLM a vraiment une politique pour aller plus loin, une ambition d'aller plus loin avec un schéma volontaire. Et ce schéma volontaire, ensuite, il est vraiment propulsé également par une demande volontaire qui sont à la fois nos clients, nos passagers, nos corporates, les grosses entreprises qui volent sur nos vols et qui nous aident à venir financer et incorporer encore plus de carburant d'aviation durable. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Je propose de traiter cette même question avec toi, Émilie, sur l'aspect pour le secteur maritime. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien déjà. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit et reposer un peu le contexte quand même. La filière maritime, ça fait 350 millions de tonnes de carburant consommés dans le monde à l'heure actuelle. Tu as parlé des chiffres, donc on est sur un secteur qui est en forte croissance, on transporte plus de 90% des biens. Aujourd'hui, le secteur maritime, c'est 60 000 bateaux, dont les conteneurs représentent 6 000 bateaux. Je suis assez surprise de ce qui est dit en disant les solutions d'avenir restent les e-carburants. Comme l'a expliqué pour l'aviation, on est exactement sur les mêmes problématiques, on est dans la course à la décarbonisation, on est sur une optimisation de nos actifs existants, mais la préparation de nos actifs futurs. Et il y a bien ce deux pas de temps dans la transition énergétique qui est très très important, c'est qu'est-ce que je dois faire, parce qu'en 2050, un bateau qui est arrivé en flotte en 2020-25, aujourd'hui, il sera encore là. Donc il faut bien que je le décarbone. Sur le plan réglementaire, le maritime est soumis à une nouvelle réglementation aujourd'hui au niveau de l'IMO, qui nous donne comme obligation de réduire nos émissions de moins 20% en 2030, mais de moins 70% à minima en 2040. Le groupe CMA-CGM s'est engagé à moins 30% en 2030 et à moins 80% en 2040, ce qui représente des quantités assez conséquentes de carburant à trouver. Certes, il n'y a pas que les carburants, comme on l'expliquait dans l'aviation, il y a aussi la performance des bateaux et son usage, mais aussi d'autres systèmes que l'on peut mettre en place, comme de la propulsion vélique, ou également, comme vous avez pu le voir, des systèmes de windshield, des systèmes de pare-vent, en fait, qui permettent, en fait, de moins consommer. On arrive à réduire de plus de 20% la consommation de nos bateaux actuels, ce qui est assez intéressant. Mais au niveau des carburants, aujourd'hui, qui est le focus de la thématique, on a bien les bio et les e-carburants. Et souvent, on a dit qu'il n'y aura pas assez de biocarburants et donc on les met un peu de côté, sauf qu'il va y en avoir besoin. Parce que si on veut, en 2030, arriver à réduire sur les quantités qui nous sont demandées, il va falloir consommer ces biocarburants. Il y a une forte demande aujourd'hui pour les biocarburants. Et à force de les mettre un peu trop de côté, il y a une rareté qui se crée et donc des prix qui augmentent parce qu'un le vrai enjeu aujourd'hui, comme ça se soit pour le maritime ou l'aviation, c'est vraiment le coût de l'accessibilité à ces carburants. On a besoin d'un carburant, nous, dans le maritime, qui est disponible partout dans le monde. Aujourd'hui, on a un seul carburant partout dans le monde. Actuellement, le maritime a plusieurs choix, comme vous le savez, ça a été expliqué. On a donc les biodiesel, on a le biométhane ou le e-méthane pour les bateaux aujourd'hui en LNG. Je rappelle que c'est dans le carnet de commandes qui a été passé l'année dernière d'à peu près 600 bateaux, je crois que c'est 560 et quelques bateaux qui ont été commandés l'année dernière. Le LNG représente 50%. Quand on dit LNG, on parle de moteur. Dans un bateau LNG, on peut mettre du biométhane et on peut mettre du e-méthane, ce qui est très très important puisque les voies de production du biométhane sont assez importantes et doivent être considérées. Et ensuite, on a le méthanol. On parle de biométhanol et pas de méthanol, mais pas que de e-méthanol. Dans le biométhanol, aujourd'hui, on a du mal à en trouver. Il y a très peu de bateaux, comme vous le savez. Les premiers ont été livrés cette année, d'autres vont arriver. Je crois que le carnet de commandes l'année dernière, ça
plus d'une centaine de bateaux qui ont été commandés au méthanol. Et on parle aussi d'ammoniac, comme vous l'avez dit, de e-ammoniac. Donc on a plusieurs solutions dans le maritime. Ce qui veut dire en fait que les infrastructures de soudage doivent être présentes dans les ports où sont exploités ces bateaux. Aujourd'hui, un bateau, il peut faire de l'Asie-Europe et le lendemain, il peut faire de l'Europe, où vous voulez, Amérique latine, par exemple. Et demain, aujourd'hui, on n'a pas de problématique de soudage. Demain, on devra réfléchir à l'opération, mais à la disponibilité des infrastructures de soudage par rapport au carburant qui aura été choisi pour ce bateau-là. Et c'est très important de comprendre qu'on a plusieurs solutions, et ce qui fait que souvent le maritime est dans une sorte de merit order du milieu qui est souvent oublié. Donc pour moi, l'enjeu est vraiment d'aller chercher la production. Il faut bien produire le carburant suffisant pour les bateaux qui sont aujourd'hui en opération et préparer l'avenir et préparer les futurs carburants. Voilà. J'espère que j'ai été assez... Je voulais revenir sur ce qui avait été dit. Comme je ne vous vois pas, c'est un peu plus dur pour moi pour interagir. N'hésitez pas. J'imagine. Merci beaucoup, Émilie. Du coup, je vous propose de poursuivre. Donc, avec vous deux, hein, d'ailleurs, Émilie et Margot, quels sont, vous l'avez en partie mentionné, mais est-ce que vous pourriez expliciter plus clairement les critères de choix d'un carburant alternatif? Pourquoi se tourner vers l'un, vers l'autre? Comme vous l'avez déjà en partie dit, hein, j'ai l'impression qu'il faudra tous les valoriser, mais est-ce que vous pourriez l'expliciter? Tu veux commencer, Émilie? Si tu veux, mais je pense qu'on va être assez alignés. Je pense qu'on va dire un des critères aujourd'hui, c'est quand même le prix. Hein. Il faut rappeler qu'un carburant aujourd'hui alternatif, si on est sur du bio, on est entre x2, x4 par rapport à un prix actuel, et on est entre x6, x8, voire un peu plus sur des e-carburants. Donc il y a vraiment quand même cette notion de contexte de marché. On aime à rappeler qu'il n'y aura pas d'écologie sans économie. Il faut quand même parler de viabilité des solutions. Certes, on va passer les prix et au final, c'est le consommateur final, mais il y a quand même beaucoup d'investissements et une augmentation tarifaire qui est très haute. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on ne fera rien. Au contraire, on incorpore petit à petit ces biocarburants, les quantités se développent. J'en ai parlé, il y a un problème d'accessibilité à la molécule. Donc, il faut que cette molécule soit accessible et que les infrastructures de soudage suivent. C'est-à-dire que si on a de l'ammoniac, il faut qu'on puisse pouvoir faire une opération de soudage. Je parlais de biométhane demain. Si le biométhane est injecté dans le réseau, nous, pour l'apporter au bateau, on n'a pas juste un câble à tirer comme vous allez à la pompe. On a un bateau, souvent qu'on appelle un LNG carrier, un soudeur qui vient en fait s'accoupler à un bateau et vient opérer. Le nombre de ces soudeurs est important pour demain pour pouvoir garantir en fait une bonne opérabilité et la disponibilité de ces carburants. Et ensuite, on a un problème de certification. Alors c'est assez technique, je ne veux pas rentrer dans trop de technique, mais il faut s'assurer de la traçabilité de la molécule et de s'assurer que ces carburants sont bien attestés sur une réduction de CO2 et de quel est le montant de cette réduction, bien la certifier comme juste, équitable et bien contrôlée de bout en chaîne. Donc, ce sont les trois grandes problématiques, gérer le différentiel de prix, l'accessibilité et la disponibilité des molécules dans leurs infrastructures, mais également les problèmes de chaîne de certification à développer. Vas-y Margot, je suis désolée, je ne vous vois pas, donc je peux pas trop réagir. C'est parfait, je vais rebondir du coup. Effectivement, il y a tout ce qui est schéma certificateur qui permet vraiment de venir s'assurer qu'à partir du moment où on dit on a incorporé du SAF, qui a vraiment fait toute cette chaîne de traçabilité qui nous permet de prouver que oui, il y a bien eu du SAF au milieu de ces 99% de kérosène qui subsistent encore aujourd'hui sur notre consommation mondiale, parce que le cadre réglementaire, c'est 2% d'incorporation pour les vols au départ de l'Europe, mais du coup, ça représente bien moins sur l'ensemble de notre consommation, par exemple, de fuel mondial. Donc, il reste encore beaucoup de kérosène, et pour s'assurer que ces carburants durables sont bien incorporés, il y a des schémas certificateurs qui sont là pour déjà s'assurer de la traçabilité, mais surtout que les feedstocks utilisés pour produire ce carburant sont des feedstocks qui sont aussi certifiés depuis leur pays d'origine. Donc, avant de commencer toute négociation sur un achat de carburant d'aviation durable, on s'assure d'abord que le produit qui est disponible et qu'on va acheter soit, en tout cas les matières premières ou les feedstocks qui sont utilisés, correspondent bien à ce qui est intégré sous la RED, donc notre Renewable Energy Directive, qui vient lister l'ensemble des feedstocks qui peuvent être utilisés. Donc,
Air France et KLM, là, s'infligent, ou en tout cas ont une politique très stricte en matière des critères de durabilité et des feedstocks qui peuvent être utilisés. Donc parmi cette liste, qui est quand même déjà très contraignante, quand on va regarder ce qui est possible de faire aux US avec l'usage des mailles, enfin, de tout un tas de choses qui rentrent en compétition avec la chaîne alimentaire, on prend cette liste qui est déjà très contraignante et on enlève tout ce qui est aussi tout ce qui est résiduel par rapport aux productions de l'huile de palme. Tout ça pour bien s'assurer qu'on n'est pas en compétition avec tout ce qui est chaîne alimentaire et qu'on fait les choses bien. Donc oui, du coup, ça a un impact sur les prix des intrants et en fait, on le fait ça et on s'implique vraiment. Enfin, on a cette politique pour être sûr que, au regard du grand public et notamment des ONG, etc., toute cette politique est bien appliquée et que on n'a pas, en fait, on est très souvent sur les spotlights des critiques, greenwashing, etc. Donc on fait en sorte que tout ce cadre réglementaire européen qui est mis en place, qui est très strict par rapport à ce que proposent les autres pays à l'international, on applique ça en Europe, mais on applique ça partout dans le monde. On peut potentiellement en fait acheter du SAF ou acheter du carburant d'aviation durable partout où l'on vole, le mettre à la consommation sur chaque aéroport où l'on vole, donc n'importe où il y aurait du carburant disponible, on pourrait le mettre là. Il y a par exemple aux US déjà des biocarburants qui sont disponibles à partir d'intrants qui ne font pas partie de nos critères, donc qu'on n'achètera pas. Merci beaucoup. Peut-être, Bérang, je voudrais juste réagir sur quelque chose sur les biofuels. Ce qui est important de signaler, on l'a dit, donc si c'est important de ne pas rentrer en compétition donc avec l'alimentaire, j'aimerais évoquer une notion qui est ce qu'on appelle la culture intermédiaire à vocation énergétique. Aujourd'hui, il existe des carburants qui sont produits à partir de feedstock qui sont dédiés justement à des périodes qui vont venir enrichir le sol ou qui vont venir cultiver entre deux productions de culture alimentaire. Il y a beaucoup d'études et beaucoup de promesses autour de ces carburants et c'est là où je disais il ne faut pas les mettre de côté, on a besoin d'investissement, on a besoin de quantité et on a besoin de chaînes de traçabilité comme on l'a dit sur ces cultures-là. Et c'est un fort potentiel en tout cas qu'il ne faudra pas mettre de côté et qui est important de souligner aujourd'hui. Voilà, je suis désolée, je voulais compléter le panorama des solutions. Merci beaucoup. Du coup, comme vous l'avez mentionné toutes les deux, un des facteurs clés reste le prix, hein, on l'a vu. Est-ce que, Bérang, tu pourrais expliciter la structure de coût, j'ai envie de dire, de ces nouveaux carburants et les facteurs qui peuvent impacter le coût final ? Effectivement, en fait, ça tombe très bien parce que je voulais aussi parler un peu de politique, mais avant de parler de politique, effectivement, il faut aller derrière et voir le coût. Mais avant tout ça, donc, vous avez très bien mentionné, Margot, donc, il n'y a que l'Europe où on a vraiment des vraies politiques en place et quelques pays en Asie qui ont des projets de politique et quelques États en Amérique du Nord, disons. Mais le problème, effectivement, un des grands problèmes, c'est cette généralisation en fait, un peu, cette généralisation de politiques ambitieuses climatiques, en fait, qu'il n'y en a pas partout. C'est exactement pour cela aussi qu'en fait, on va voir, c'est juste les compagnies, majoritairement les compagnies aériennes ou maritimes de l'Europe européenne qui sont vraiment beaucoup plus progressistes dans l'aspect de décarbonation. Donc, revenons au coût parce qu'en fait, c'est très, très directement lié à la politique parce que quand on regarde les carburants alternatifs, donc, il faut voir, il y a à la fois les entrants, donc s'il y a de carbone dioxyde dedans, il faut avoir de CO2 soit biogénique, donc ça veut dire ça vient comme coproduit de tout ce qui est un peu bioénergie ou biomasse et des différents feedstocks biologiques, soit ça doit être capturé de l'air. Clairement, le captage depuis l'air est extrêmement cher. Aujourd'hui, on parle des prix qui peuvent monter jusqu'à 1 000 € par tonne de CO2 capturé. Et on prévoit que ça baisse, ça devient moins cher en avenir. Mais quand on dit moins cher, ça veut dire quelques centaines de dollars par tonne. Ça ne veut pas dire 30 €, 40 € qui est le coût de certains feedstocks CO2 biogéniques qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un des entrants importants pour production de carburant synthétique surtout. Et deuxième, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène a beaucoup de promesses, ça fait longtemps qu'on en parle. Pour certains secteurs, c'est la seule solution. Donc on ne va pas le mettre à côté. Par contre, on voit bien que les coûts ne baissent pas aussi vite que ce qu'on pensait. Et donc ces deux éléments restent assez chers. Et encore, vous avez des coûts des procédés qui sont derrière, vous avez les coûts des infras pour les transporter, vous avez les coûts des modifications des bateaux et des avions pour les accueillir, effectivement. Donc, pour les avions, comme je mentionnais, Margot me corrigerait si je dis une bêtise, mais en fait, ça va. C'est juste qu'il faut certifier surtout
les moteurs jet pour avoir plus de SAF normalement. Mais par contre, pour les bateaux, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, tout ça ensemble, ça fait que les coûts de carburant synthétique deviennent plusieurs fois plus chers que le coût de carburant fossile actuel. Donc, dans notre estimation, on voit que même en 2050, les carburants synthétiques surtout restent 2 à 10 fois plus chers que le carburant fossile, malgré les taxes carbone élevées, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut une politique économique très forte là-dessus. Et on a fait aussi une modélisation pour voir si on avait une taxe progressive, donc en taxe de carbone, et on paye les producteurs de carburant synthétique comme subvention. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas non plus. On a un déficit encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, soit il faut avoir des valeurs de taxe carbone extrêmement élevées, je ne parle pas de 100 euros, 200 euros, mais de 1000 euros, soit on doit avoir des politiques un peu plus strictes d'obligations, donc comme mandat par exemple, des mandates ou comme des mandats d'incorporation par exemple, ou de threshold. Donc c'est exactement ce que l'Europe fait, Refuel EU et Fuel EU. Donc Refuel EU pour l'aviation avec des mandats d'incorporation. C'est exactement votre cible d'ailleurs, c'est 70% en 2050 de SAF doit être incorporé. Et donc, c'est exactement comme vous avez mentionné, et similaire, exactement comme Émilie a mentionné, pour les shipping aussi, on parle de effectivement 80% des baisses des émissions d'ici 2050. Donc, c'est exactement aussi l'objectif de CMA-CGM. Donc, c'est exactement là. Donc, je voulais mener qu'en fait, coûts et politique sont des sujets très, très liés, parce que, en tout cas, les carburants synthétiques, et, vu qu'ils sont biologiques, ils sont quand même limités, donc on ne va pas vraiment généraliser sur eux. Mais surtout les carburants synthétiques qui vont quand même compléter cette décarbonation vont être beaucoup plus chers. Cela veut dire que, d'une part, politique ambitieuse, et d'autre part, potentiellement, les consommateurs doivent payer aussi plus cher pour certains produits. Donc, je vais juste faire un petit parenthèse là-dessus, parce que quand on dit les consommateurs vont payer plus cher, quand on parle de l'aviation, le produit final, c'est le billet d'avion. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on va potentiellement doubler le prix de billet d'avion, avoir plus ou moins effectivement selon la solution. Alors que quand on parle de shipping, effectivement le prix de carburant est également impacté, mais notre produit final n'est pas vraiment le transport, mais c'est par exemple 1 kilo de riz transporté de Thaïlande ou un paire de Nike qui vient des États-Unis. Quand on regarde ça, donc effectivement, ça peut être, on ne va pas ressentir exactement de la même manière. Qui veut dire que même si les compagnies maritimes ont des petites marges, c'est plus facile à transmettre au client final. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais c'est par rapport à l'aviation, c'est plus facile. Je ne voudrais pas vous contredire, mais aujourd'hui, malheureusement, quand on interroge nos clients et qu'on leur fait des propositions tarifaires, payer 2 fois ce que vous payez actuellement pour du fret, en fait, on a une compétition sur le prix qui est très forte dans le maritime. On est quasiment à 2-3, entre 5 et 10 dollars. En fait, on se bat pour chaque dollar dans le maritime et c'est vraiment une offre de marché. Et aller voir des clients aujourd'hui et leur dire vous payez plus de 30% de plus de surcoût, honnêtement, il y a très peu de clients qui acceptent. Et malheureusement, le marché est là. Et c'est un vrai enjeu aussi, c'est de comprendre que c'est un processus itératif de longue durée où on a besoin d'engager les clients. Et on s'en dit que c'est plus facile pour le maritime. Aujourd'hui, dans les faits, c'est aussi difficile. Peu de clients l'acceptent, en fait. Non, juste clarifier. Je ne disais pas que c'était plus facile. Je ne voudrais pas te laisser dire ça comme ça. Non, mais je me permettais. Je n'ai pas dit que c'est plus facile. J'ai dit que le consommateur final va sentir moins d'effet de coût qui est correct, parce que sur 1 kilo de riz, on va avoir moins d'effet de prix de carburant synthétique que sur un billet de Paris à New York, par exemple. C'est tout. Sinon, oui, évidemment. En plus, il y a des marges très, très limitées dans le secteur maritime, donc il y a une compétition très élevée. Je comprends la complexité qui est également élevée dans les deux cas. Donc, c'était pas du tout. Et c'est sûr que pour une compagnie aérienne aujourd'hui, vous avez déjà cette surcharge en fait qui est appliquée sur le prix de votre billet d'avion, et on sait tous que le passager est quand même ultra sensible au prix et choisira à 10 euros près finalement de switcher sur une autre compagnie. Et c'est vrai que prenons l'exemple d'un Paris-Singapour où il y aura cette surcharge, mais si vous prenez par exemple et que vous voyagez sur Air France et que vous avez après l'option d'aller peut-être à moins cher faire un arrêt et puis passer sur un hub du Middle East par exemple, il faut vraiment avoir conscience qu'en fait on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas du tout, et on ne décarbone pas de la même façon. Donc c'est là où en fait on est dans un cadre réglementaire international qui n'existe pas.
Et en faisant ça, en fait, ça pose aussi, alors déjà des gros problèmes de compétitivité pour les compagnies aériennes européennes, c'est sûr, par rapport aux autres, aux grosses legacy carrières. Mais ça pose aussi tout un problème tout le sujet de fuite de carbone sur les autres hubs non européens. Merci beaucoup. Je propose maintenant d'adresser la partie peut-être production, maturité des voies de production, maturité des projets. Est-ce que l'offre, où en est l'offre aujourd'hui et va-t-elle être en mesure de satisfaire la demande à venir? Bérang, si tu as quelques mots là-dessus. Je commence très général, mais je pense que ici, Margot et Émilie, ils sont beaucoup plus impliqués dans l'achat de ces carburants, donc ils peuvent aller plus profond dans le détail. Mais ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est, comme j'ai mentionné, donc, d'une part, on doit produire le carburant, donc il y a la maturité de production de carburant, à la fois des différentes voies de synthétiques, mais aussi biologiques. Ensuite, on a la maturité de l'infrastructure, ou la disponibilité et maturité de l'infrastructure pour amener ce carburant là où on va consommer. Troisièmement, la maturité de technologies de bateaux et des avions pour pouvoir en fait utiliser ces carburants. Donc, il y a au moins ces trois dimensions assez claires quand on regarde. Et c'est là qu'en fait, il y a une bonne différence entre aviation et encore shipping, c'est que c'est plutôt production de carburant synthétique encore. Je parle plutôt de synthétique à ce stade, surtout avec, par exemple, Fischer-Tropsch. C'est des options de production de carburant synthétique assez, prometteuses dans ce cas-là. Par contre, on voit bien aussi que le TRL, donc la maturité technologique, reste assez moyenne pour ce type de production. Alors que quand on regarde, par exemple, les bateaux, c'est pas exactement le même cas parce que, en plus de maturité de carburant, la maturité de moteur pour brûler ces carburants, où tu utilises ces carburants généralement, les deux sont en place. En plus, pour l'aviation encore, on peut potentiellement mettre le biokérosène ou e-kérosène on peut les transporter de manière qu'on faisait avec le fossile, alors que si aujourd'hui on va utiliser par exemple ammoniac ou méthanol, méthanol c'est encore relativement plus facile à rétrofit, disons, pour les réseaux. Émilie, tu me corrigeras si je dis une bêtise là-dessus, mais par exemple pour ammoniac, on n'a pas du tout à part les terminaux d'ammoniac, on n'a pas vraiment un grand réseau de distribution d'ammoniac, par exemple, soit quoi que ça soit, en fait, soit avec les camions, soit avec les pipelines, effectivement. Qui fait que les enjeux ne sont pas exactement les mêmes. Donc, malgré le fait qu'en aviation, on a cet avantage, la production de carburant reste assez compliquée, alors que dans le shipping, carburant reste peut-être un peu moins compliqué à produire. Néanmoins, il faut gérer beaucoup plus de complexité sur l'ensemble des réseaux et l'ensemble de chaînes de valeur. Merci. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, Émilie et Margot, sur ce point, ou en tout cas sur la position que vous, utilisateur final, vous pouvez avoir pour sécuriser, en fait, j'ai envie de dire, vos approvisionnements. Alors, je me lance. Aujourd'hui, il y a de la disponibilité de produits, en tout cas. Sur une certaine type de technologie, vous en avez peut-être tous entendu parler, mais ce qui est principalement utilisé, c'est vraiment tout ce qui est les huiles alimentaires usagées, ou aussi un petit peu de graisse animale, et par hydrotraitement, ça brûle comme un jet, ça se mélange comme du kérosène, ça se mélange avec du kérosène, et ça brûle dans nos avions, et ça fait avancer nos avions. Donc aujourd'hui, ça c'est disponible. On voit une disponibilité de ce type de carburant d'aviation durable jusqu'à horizon 2030. Je dirais que l'incertitude vient un peu plus après. Donc pour prendre après le relais de ce qui existe aujourd'hui, il faut de nouvelles technos et il faut de nouveaux projets. Et on voit tout un énorme, j'en parlais tout à l'heure, mais tout un énorme mouvement de différents projets en Europe. Il y en a énormément en France, en fait. Il y en a aussi même qui sont à Lyon. Et en tant qu'airline, on essaie de soutenir ces futures productions parce qu'en fait, on en aura besoin demain. Donc, on essaie quand je dis demain, c'est à partir de 2030. Et on essaie vraiment de les soutenir. Donc voilà, entre 2030 et 2035, il va y avoir une forte demande, déjà parce que le cadre réglementaire se renforce. Et il faut accompagner tout ça. Ouais, peut-être
Juste en complément de ce qui est dit, sur les e-fuels, sur le maritime, on n'a pas encore de marché. Hein. Il y a très très peu de quantité. Sur le bio, on en trouve, mais il y a une forte compétition. On a peu de biofuels, nous, 100% dédiés maritimes. Ce sont des biofuels où on est en compétition entre l'aviation, mais aussi la route. Et aujourd'hui, au niveau des e-fuels, on a encore peu de solutions. CMA avait été engagé dans un projet avec Engie, comme vous le savez, sur le gaz de synthèse, qui a été arrêté. On est encore sur des premières quantités produites où il y aura, je pense, un processus d'apprentissage assez long et des voies d'optimisation à venir. Au niveau des tensions que l'on peut avoir sur les productions, on a un des sujets quand même qui est l'engagement qui nous est demandé de la part des producteurs. Aujourd'hui, quand on est dans une phase de FID, Final Investment Decision, souvent ce qui est demandé, c'est un engagement plutôt long terme sur du 10-15 ans, quand historiquement on achetait plutôt au mois, sur du 2-3 mois, maximum 1 an. Donc c'est un changement de paradigme aussi sur notre façon d'acheter qui nous est demandé, et avec des positions beaucoup plus long terme sur ces carburants. Donc c'est pour moi quelque chose aussi qui est en train de changer et sur lesquels on est en train bien sûr de se renforcer, mais qui est encore au tout début d'un marché. Avec les incertitudes sur les prix. Exactement. Ouais. À 10 ans. Exactement. Qui va savoir quel sera le prix en 2035. Je dis 2035. Hein. Stéphanie, tu parlais de 2030. Je suis d'accord avec toi que c'est un hard stop dès 2030 où on va avoir une accélération. Mais quand on parle de 10 ans, on parle de 2035. On a une grosse incertitude. Ce qui est difficile, du coup, pour s'engager de la part de nos directions. Merci, Émilie. Du coup, donc il nous reste 5 minutes. Ce que je propose, c'est, je ne sais pas si vous avez un dernier point à ajouter de votre côté, sinon on laisse la parole à la salle. Si des questions sont là. Oui. Allez-y, je vous en prie. On n'a pas de micro qui se déplace, donc vous pouvez vous lever peut-être. Pour être produit à 0,5 $ par les États-Unis il y a encore 1 an. Là, c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de modifier le paradigme, comme vous disiez, de production. C'est le marché qui va faire le prix. Quand on voit Boeing, qui est complètement en déficit actuellement, il est évident qu'il ne va pas regarder sa modèle écologique en tant que tel, plutôt modèle économique. La production énergétique des États-Unis va modifier les choses de telle façon qu'on va arriver à une manifestation énergétique qui va être quand même carbonée, quoi qu'on en dise. Ça veut dire quoi en définitive? Ça veut dire qu'on va s'opposer à une production qui va être massive, encore carbonée, par rapport à une possibilité décarbonée. Donc je pense qu'il est illusoire de dire actuellement qu'on va décarboner l'aérien et le shipping. C'est pas possible à très court terme. Par contre, la seule façon d'avancer dans la même chose, c'est une réglementation qui est universelle. Et c'est pas le cas. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je reste convaincue qu'on va y arriver. Il faut être optimiste dans toute cette trajectoire de décarbonation aussi. C'est pour ça que je me permets, je complète, c'est pour ça que je suis revenue sur ce qui avait été dit un peu au début, c'est-à-dire que les biocarburants sont quand même là, il faut quand même les solutions technologiques sont là. On sait en produire, on sait qu'il y en aura. Il y a beaucoup d'autres compléments qui se développent. On a parlé du Vélic, on a parlé un peu de carbone capture. La quantité aujourd'hui, c'est d'avoir accès à la molécule et en quantité suffisante. Et je pense que les commandes, en fait, quand on fait le choix, par exemple, d'un bateau LNG ou d'un bateau méthanol, quand on a un bateau qui rentre en flotte, c'est un bateau qui est capable d'accepter ces carburants alternatifs. Le potentiel du biométhane est énorme. Aujourd'hui, grâce à ces molécules, on va y arriver. Ce qui est un peu
vertigineux et qui peut faire peur, mais il y a de l'espoir, c'est la courbe que vous avez jusqu'en 2040. Mais c'est la prise de conscience actuelle qui est en train d'être faite. Nous, cadre réglementaire, les réglementations internationales ont été fixées en juillet 2023. La stratégie et les courbes d'objectifs pour le maritime à l'échelle mondiale, qui est quand même un problème, parce qu'on a cette obligation mondiale, a été fixée, elle a été juillet 2023. C'était hier. Et là, on vient à peine d'apprendre quelles seront les taxes en cas de non-atteinte. Donc, comment on va y arriver, c'est en train de se structurer. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir et je suis une éternelle optimiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pilote une coalition avec plusieurs entreprises, donc pas que d'ailleurs du maritime, de l'aviation également. C'est la coalition New Energy. Et dans cette coalition, il y a une énorme volonté d'y aller. Et un engagement qui est pris aujourd'hui. Et je pense qu'on est dans une phase d'accélération. En tout cas, moi, je vois une accélération sur ces dernières années qui est significative. Et comme Stéphanie, et comme Margot, je partage l'espoir on va y arriver. Peut-être, je peux juste dire un dernier mot là-dessus. Donc, d'où on parlait du fait que ça, c'est des secteurs qui sont naturellement très internationaux, très interrégionaux. Mais en fait, aujourd'hui, toute l'économie devient comme ça. Mais aviation et shipping, par nature, sont déjà comme ça. Qui fait que, donc, effectivement, une harmonisation de politique et standards internationaux, c'est vraiment, sans cela, effectivement, on ne peut pas juste laisser le marché tester, c'est clair, mais effectivement, comme Émilie et Margot ont dit, moi aussi je suis très optimiste parce que si on n'est pas optimiste, on ne va pas résoudre ce problème. Donc il faut voir comme ça et pousser pour cela en tout cas. Sous Refuel, par exemple, dans l'aviation, on peut appeler un SAF à partir du moment où il va décarboner à 65% par rapport à un kérosène fossile. Aux US, sous Corsia, donc sous cette législation-là, un SAF, c'est à partir du moment où il va décarboner à 10%. On n'est pas sur les mêmes critères, on n'est pas sur les mêmes moyens mis en place pour décarboner aujourd'hui. Et effectivement, je suis d'accord, c'est souvent en fait un cadre réglementaire international qui nous permettrait de voyager dans un ciel à l'échelle de notre planète qui deviendra plus vert. Il n'y a pas que le ciel européen qui doit se décarboner, effectivement. En effet, il y a une dernière question et puis après on conclura. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faudrait une espèce de loi, une espèce de texte qui gouvernerait l'ensemble des industries, que ce soit maritime ou aviation. Mais concrètement, aujourd'hui, avec le gros lobbying qu'on a du pétrole conventionnel, est-ce que c'est possible? Et demain, en termes de coûts, vu qu'on en revient au coût à chaque fois, le coût du transport, le coût de notre billet d'avion, encore une fois, la tentative vient de l'Europe, on va encore réguler en Europe, on va encore du coup perdre en compétiteur en Europe. Ça, c'est quoi les dialogues qu'il y a là-haut en termes de long terme sur ces domaines-là qui, du coup... En fait, on a ICAO, IMO, donc c'est déjà des agences des Nations Unies qui essayent de réguler un peu internationalement. Et ensuite, on a le multilatéralisme global de, par exemple, UNFCCC, donc accord de Paris, par exemple. Donc c'est comme ça que les pays se sont engagés à décarboner. C'est correct qu'aujourd'hui, les États-Unis sorti, mais ça ne change pas le fait qu'il y a quand même une très grande partie du monde qui est quand même dans cet accord, donc presque 200 pays dans le monde. Donc, c'est effectivement, si on ne veut pas imposer une politique à un autre pays, il faut penser d'une façon multilatérale, donc multilatéralisme. Moi, je ne vois pas autre chose. Je ne sais pas, vous pensez à autre chose ou... C'est comme ça. Aujourd'hui, le mouvement climatique et décarbonation est aussi généralisé dans le monde comme ça. Très bien. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour les échanges. Et puis merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Bonne journée. Merci. Bon salon à tous. Merci.